On est un conservatoire de parfums. On est un conservatoire vivant, puisque nous regroupons des parfums disparus, des marchés qu'on ne peut plus retrouver. Et puis, nous demandons aux marques de nous confier régulièrement leurs nouveautés, car un parfum lancé aujourd'hui, et peut-être un parfum oublié, non, personne jusque-là n'avait pensé à sauvegarder des parfums qui ont été des grands succès commerciaux à certaines époques, et puis qui les ont laissés disparaître. Donc finalement, il est quand même très intéressant de savoir quelles étaient les créations qui avaient été faites auparavant. Pourquoi Cosmothèque? Parce que je voulais retrouver un petit peu ce passé, ce historique de la parfumerie, et en même temps, quand je faisais un parfum, souvent on me disait c'est bon, mais alors ça me rappelle quelque chose que ma grand-mère ou ma tante portait, et vous savez, autrefois, c'était meilleur. Alors c'était très agaçant, et donc j'ai voulu avoir le cœur net, j'ai mis cette idée d'essayer de faire une banque de données olfactives, d'essayer de conserver un peu le parfum de la manière la meilleure, et également d'essayer de retrouver les chefs-d'œuvre du passé. En 1988, on a déposé le nom, Cosmothèque, à partir de deux mots d'origine grecque, Cosmé, Roselier, odeur, et Téké, rangement, Cosmothèque, qui a été inauguré après en 1990, et depuis, ça s'est développé. On a commencé avec un peu moins de 400 parfums, aujourd'hui on a plein de travail. Nous avons dans notre collection une gamme de parfums très intéressante de la fin du 19e, début 20e siècle, qui sont des parfums déjà perdus, qu'on ne trouve plus aujourd'hui, mais nous avons réussi à les ressusciter. Alors nous avons aussi une grosse curiosité, Cosmothèque, qui est notre colonne de Napoléon à Sainte-Hélène. Il y a une histoire fameuse avec cette colonne de Napoléon à Sainte-Hélène, nous en sommes fiers puisque nous l'avons reconstituée, nous avons retrouvé cette formule des mégapots à Cosmothèque. C'est ce que l'empereur portait lorsqu'il était en captivité à Sainte-Hélène jusqu'à la fin de ses jours. Nous conservons également une collection de matières premières très intéressante, puisque ces matières premières nous servent à la fois à refaire les formules des parfums qui nous ont été confiés, et en même temps qui sont un témoignage des meilleurs crus qui puissent exister en la matière. Cosmothèque, c'est surtout l'histoire des parfums, même pas les flacons que l'on montre, mais surtout ce qu'il y a à l'intérieur des flacons. Et pour les partager avec les gens, on organise des conférences. Et l'avantage, c'est que ce sont des moments où on se sent. Tout le monde aura une lunette et pourra découvrir des vieux parfums, des matières premières. La séance la plus commune est la séance de l'histoire de la parfumerie de l'Antiquité à nos jours, où les gens vont sentir un parfum qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, et ensuite vont traverser les siècles pour arriver jusqu'au XXe siècle. Questo è nostro. Questo è nostro. Solo questo. C'est très important de garder en mémoire tous ces odeurs disparues, car en fait, un parfum, on ne s'imagine jamais, mais consciemment ou inconsciemment, chaque création nouvelle qui sur le marché est une précédente. C'est joli de dire que nous sommes finalement un conservatoire d'émotions, que dans ces petits flacons nombreux qui sont regroupés ici, et bien chacun peut représenter un personnage, une époque, une histoire. Et c'est ça qui est magique. Que ce soit sous forme d'essence de Néroli ou d'absolu, la fleur d'Angers a toujours enflammé l'imaginaire des parfumeurs. Voilà, donc c'est une façon aussi d'exprimer l'émotion soulevée par cette matière auprès des plus grands parfums. Leur amour, toujours, c'est vrai que le Billardier, c'est d'abord l'emblème de l'amour. Sa fleur est à la fois synonyme de pureté et de générosité. Ses feuilles sont le symbole d'un amour qui dure toute une vie. Les fleurs blanches traduisent également la
candeur, à la générosité, la naïveté de la fiancée. Les fruits également représentent l'espoir d'une descendance. Donc il y a là toute une tradition également historique auprès de cette fleur d'oranger. Alors, en quelques mots, le bigaradier. Le bigaradier, donc il ne faut pas confondre l'oranger doux, Citrus sinensis, comme son nom l'indique, provient originellement de la Chine, avec l'oranger amer, qui est en fait le bigaradier, et en parfumerie, on ne parle pas d'oranger amer, mais de bigaradier, qui est le Citrus aurantium, c'est-à-dire aurantium, amara pour expliquer, donc l'amertume. Donc c'est la famille des rutacées, on va s'arrêter. Le bigaradier se présente sous un port dressé assez différent de l'oranger doux. Il est également plus rustique. Également, il a l'avantage de résister mieux à des conditions de température extrême. Alors, les citrus cultivés donc, proviennent en fait de 3 espèces historiquement, de pamplemoussier, qui est d'ailleurs très peu utilisé par la parfumerie, de cédratier également, qui est une odeur absolument délicieuse, mais qui est produite en toute petite quantité et qui entraîne dans la plupart des grandes préparations d'oenologues, originaire de l'Inde du Nord, et également le mandarinier, Citrus reticulata, qui est originaire de la Chine du Sud. Alors, tous les citrus sont originaires de Chine méridionale, et on les connaît donc depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. On considère que le bigaradier a été introduit donc en Syrie et en Égypte par les Arabes au 8e siècle. Et ce sont ensuite lors moment des croisades que les croisés donc, découvrent en Palestine cet arbre généreux et l'introduisent en France. Et par la suite, donc, cet arbre se répand à la fois en Sicile ainsi qu'en Espagne. Alors, les parfumeurs de Montpellier ainsi que les parfumeurs de Grasse, donc, il faut le savoir, traitent la poudre d'iris, la lavande, jasmin, bigaradier pour élaborer des eaux parfumées, mais également pour traiter les pousseries, les très belles pousseries en cuivre. L'eau de la reine de Hongrie, qui est d'ailleurs la première création dans l'histoire du parfum, la première création parfumée à base de romarin, est également enrichie de fleurs d'oranger lorsqu'elle est offerte au roi Charles VI. Et au XVIe siècle, les fleurs de bigaradier sont traitées par distillation à la Bordeaux. Je vous rappelle que la distillation à la Bordeaux est une invention des Arabes au Xe siècle, qui permet donc de traiter les fleurs de bigaradier pour obtenir l'essence de Véroli, dont on parlera plus tard. Alors, il y a une reine qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de la bigarade, c'est Catherine de Médicis. Je rappelle que Catherine de Médicis donc, a fait venir à la cour du roi de France. Elle était elle-même la femme, l'épouse du roi Henri II, le roi de France Henri II. Donc elle fait venir en France un parfumeur qui s'appelle René le Florentin, qui va, pour la reine, proposer des eaux parfumées à base notamment de fleurs d'oranger. Marie de Médicis, qui est également la mère de Louis XIV, très vraiment fascinée par cette odeur. Elle convainc d'ailleurs le roi de l'intérêt de cette fleur, de son pouvoir magique sur l'humeur, sur le comportement, et ce qui amène le roi Louis XIV à construire l'orangerie de Versailles, qui d'ailleurs, créée par l'architecte de Mansart, l'orangerie de Versailles, d'ailleurs qui fera école, à savoir que dans un très grand nombre de cours européennes, de cours royales, les orangeries vont se développer. Le bigaradier, d'ailleurs, prend le nom de Grand Bourbon, par allusion au roi de France. Alors là, c'est une histoire qui est intéressante, parce qu'en fait, c'est l'histoire du couvent de Santa Maria Novella. Je pense que tout le monde connaît cet institut qui est installé à Florence, qui est d'ailleurs encore ouvert et qui propose un certain nombre de produits de soins parfumés et d'eau parfumée. Et c'est vrai que les premières ébauches de l'Aqua di Regina, qui était d'ailleurs dédiée à la reine Catherine de Médicis, et l'Aqua Mirabilis, qui a une histoire assez longue, dont on va parler tout à l'heure, qui a été donc créée par les sœurs du couvent de Santa Maria Novella. Et on peut dire ici, et c'est pour ça que j'avais choisi également ce thème du bigaradier, parce que je considère que le bigaradier et l'Italie sont une histoire très liée, et elle est liée notamment au fait que les premiers oenologues sont en fait historiquement des oenologues créés en Italie, à Florence en particulier. Au XVIIe siècle, donc, Giovanni Paolo Fellinis, donc, qui est en possession de la formule de l'Aqua Mirabilis, là, sur cette partie historique
un certain nombre d'hypothèses ont été mises. Moi, je n'entre pas dans ce débat historique, mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment Giovanni Paolo Feminis est venu en possession de la Commedia Bellis, dont il n'était pas le créateur. Et il décide, Giovanni Paolo Feminis, de s'installer donc à Cologne, ce qui donc va progressivement expliquer le nombre de Cologne qui donc prend son développement et son essor commercial en Allemagne. Notre Cologne donc devient ensuite le Cologne de Jean-Marie Farina, puisque le neveu de Giovanni Paolo Feminis va développer l'affaire de cette autre Cologne, et cette autre Cologne va faire également énormément de tentations, et notamment on va voir apparaître notre Cologne 47-11, qui a connu également un très grand succès. Et à Paris également, il faut noter qu'il y avait également un parfumeur qui s'appelait Jean-Marie Farina, qui était en fait un homonyme, et qui lui aussi avait ouvert une boutique de notre Cologne. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que ces autres colonnes comportent, dans la majorité des cas, l'essence de néoline et également la bergamote, qui est bien entendu est la rhume en parfumerie le plus largement utilisée. Alors, il y a un aspect intéressant également qui concerne directement l'Italie, c'est Anne-Marie de la Trémoille, qui est donc en fait l'épouse du prince Flavio de Sicile, prince de Verona. Cette femme donc est une amoureuse folle de la fleur d'oranger, et l'enseigne qu'elle va donner son nom à l'essence de Néroline. Et lorsqu'on parle de l'essence obtenue par distillation de la fleur d'oranger, on ne parle pas de l'essence d'oranger, mais on parle de l'essence de Néroline. Au XIXe siècle, la culture du minéralique se développe en Provence et surtout autour de Grasse. Il faut d'ailleurs savoir que la culture du minéralier à Grasse à la fin du XIXe siècle est extrêmement importante, très développée. Et d'ailleurs ici, je voulais faire une petite aparté. Vous avez devant vous ici des branches de bigarade qui ont été cueillies ce matin dans le jardin de Frédéric Rémy, qui est donc l'office d'ailleurs se trouve dans l'assistance ici, mais je vous remercie d'avoir bien voulu apporter ce petit témoignage original. C'est parce que là, ce sont des branches authentiques de bigarade, de Grasse. Il faut savoir qu'à Grasse et autour de Grasse, il n'y a quasiment plus de bigaradiers, donc le témoignage est d'autant plus étouffant. Frédéric Rémy, qui développe la société Floral Concept, qui est spécialisée dans les très belles matières, et notamment donc les matières florales qui viennent de Tunisie, du Maroc, de la Bigarade, qui fait également un certain nombre de très beaux produits autour de la rose. Voilà, donc un grand remerciement donc, à Frédéric Rémy et à la société Floral Concept d'avoir pensé à apporter ce témoignage vivant et vibrant d'émotions que sont ces branches de Bigarade. Excusez-moi. Donc, histoire également importante, les missionnaires jésuites implantent le bigaradier au Paraguay. Cela va amener donc en particulier donc, le fait que la qualité d'essence de petits grains est en fait, quand on parle de petits grains, on parle toujours du Paraguay. En fait, c'est au Paraguay, ce sont des cultures sauvages, mais qui sont tout de même exploitées de façon importante, puisqu'en fait, la vraie qualité, celle qui est prisée des parfumeurs, c'est l'essence bigaradier, l'essence de bigaradier du Paraguay. Alors, un aspect important aussi, c'est de dire aussi à quel point la culture de la fleur dans la région de Grasse était importante. En 1914, on traitait 2500 tonnes de fleurs, ce qui est tout à fait considérable. Ça veut dire que ce sont des dizaines de kilos d'absolu, d'essence, d'absolu qu'on cultivait à partir de ces fleurs. En 1924, la production décroît de façon importante. Après 1929, 900 tonnes, et aujourd'hui, on considère que cette production de bigaradier est quasiment nulle. Alors, bien entendu, un certain nombre de pays, puisqu'en fait, le bigaradier est un arbre véritablement méditerranéen, qui se développe autour du bassin méditerranéen, et ce sont en fait deux pays, le Maroc et la Tunisie, qui assurent la culture des fleurs. L'Égypte également fait une qualité de petits grains, c'est le Paraguay pour les fleurs. Voilà donc pour la partie historique, il était intéressant de rappeler pour savoir donc quel est l'impact de cette matière dans l'histoire du parfum. Alors ici, j'ai voulu effectivement apporter un petit témoignage qui est une vieille recette de Cologne, qui comporte, vous voyez, de l'essence de cédra, on en a parlé tout
à l'heure, mais qui comporte aussi une essence de dévolu extra à hauteur de 2 pour 100 grammes. Voilà une préparation ancienne qui m'amène à dire donc qu'effectivement l'eau de Cologne et le bigaradier, c'est un véritable mariage d'amour, c'est aussi un mélange de fraîcheur, à la fois florale, fruitée, verte, et puis toujours avec cette sensation, dans la mesure où c'est un produit de la Méditerranée, cette sensation soleil. C'est-à-dire qu'il y a une expression du soleil dans toutes les facettes et tous les aspects du bigaradier. Et ça, on va le voir tout à l'heure à travers un certain nombre de découvertes de matières premières. Voilà donc un peu l'historique. Alors, la générosité du bigaradier est dans le fait que, pour le parfumeur, il va donc pouvoir exploiter les différentes facettes à la fois du fruit, de la feuille, c'est ce qu'on appelle également les brous, des rameaux, et également des fleurs en bouton. Alors, quelles sont les différentes matières du bigaradier? Donc, tout d'abord, la bigara, qui est d'ailleurs un fruit assez peu connu des parfumeurs, que les parfumeurs ont toujours un petit peu de mal à utiliser dans la mesure où c'est une note nerveuse, verte un peu agressive, mais qui est aussi très intéressante et qui apporte son charme nerveux et acide en même temps. Alors vous voyez, donc on parle toujours d'expression à froid pour les agrumes, c'est donc on pique le zeste dans ce grand rouleau avec lequel on traite des quantités de fruits très importantes. Et donc il faut environ 3000 fruits, c'est-à-dire à peu près 200 kg de matière vivante, pour obtenir 1 kg d'essence. Les quantités sont énormes. Alors on a ici une note acide, zestée, verte, qu'on va pouvoir vous faire découvrir. Désolé pour le bruit, c'est un peu difficile à la fois pour les spectateurs et également pour le radio. Tous les escuchons. Sinon, tout le monde m'entend bien? Alors l'intérêt aussi de cet exposé, c'est à la fois de découvrir des matières que l'on ne connaît pas nécessairement de manière détaillée, vous laisser le temps effectivement de pénétrer un petit peu le pouvoir magique de ces odeurs. Et puis quelque part aussi, chaque matière sera illustrée également par quelques utilisations dans des parfums célèbres que la plupart d'entre vous d'ailleurs doivent connaître. Alors je vous rappelle, donc la bigarade est peu utilisée par les parfumeurs. Les parfumeurs vont plutôt vers la bergamote, le citron, l'orange douce, la clémentine, la mandarine aussi, bien sûr, qui est un fruit solaire par excellence. Mais sur une note là, un peu plus verte, un peu plus acide, un peu plus zestée, comme je le disais. Alors en fait, le bigarade, j'ai cherché un petit peu à savoir quels étaient les parfumeurs qui avaient tenté d'apprivoiser cette odeur un peu particulière. Un certain Jean-Claude Héléna a effectivement fait le travail pour les éditions Frédéric Malle. Je rappelle que Frédéric Malle est celui qui a conceptualisé la notion de parfum d'auteur. C'est donc chaque parfum proposé par Frédéric Malle porte le nom de son créateur. Vous voyez ici donc le nom de Jean-Claude Héléna apparaît clairement sous l'appellation Cologne Bigarade. C'est l'originalité de cette maison d'édition de parfum de proposer donc et de mettre surtout en exergue et en valeur le parfumeur lui-même. Donc la Cologne Bigarade, caractère vert, zesté, je l'ai dit, c'est une matière qu'il faut savoir apprivoiser. Les dosages sont assez délicats. Jean-Claude Héléna est volontairement et volontiers très influencé par l'écriture d'Edmond Commissaire, je pense que vous le savez. C'est une exploration de nouvelle fraîcheur amère. Et bien entendu, le parfum se situe dans la famille, d'après la classification de la Société française des parfumeurs, dans la famille Espérinée et Boisé. Tout le monde a senti la bigarade?
commencé à être distribué de manière un petit peu plus large. Il a ouvert une boutique à New York en particulier. Et il a deux points de vente à Paris, à la fois dans le printemps Haussmann. Je ne sais pas s'il y a une boutique en Italie. En tout cas, il est clair que cette édition de parfum Frédéric Malle est un exemple remarquable de la vitalité du parfum et surtout de la vitalité des marques niches, très présentes ici dans le salon d'Essence. Alors, autre création de Jean-Claude Héléna dans lequel on retrouve la Bigarade, le jardin sur le Nil de la maison Ernest. Donc, c'est une nouvelle idée de fraîcheur, sur des odeurs vertes. C'est un parfum végétal. Énormément, c'est un parfum souriant qui explose par sa lumière méditerranéenne. Et à nouveau, donc, on peut considérer que la Bigarade apporte de la pétillance. Une pétillance et une vraie tonalité. C'est un parfum qui a été lancé en 2004 et qui a vocation à être un parfum, c'est une parfumerie que je qualifie de parfumerie donc androgyne, avec donc une caractéristique d'accessibilité à la fois pour les hommes et pour les femmes. Tout le monde a senti? Je pense que vous connaissez ce parfum. Alors, quelles sont les différentes matières du bigaradier? Donc, on a senti l'essence de bigarade. On va parler maintenant, donc, on a senti le fruit lui-même, par expression à froid. On va s'intéresser maintenant, effectivement, donc, au bigaradier sous sa forme feuille ou roux. On va faire donc une hydrodistillation, c'est la distillation de vapeur d'eau, à partir de l'origine Tunisie, du Maroc, et surtout à partir de celle du Paraguay, qui est vraiment la plus belle qualité. Alors, on a à la fois une note boisée, une note verte, bien sûr, il s'agit des feuilles, avec également donc une facette florale très évidente, cette facette florale orangée, solaire, qui caractérise le bigaradier. Alors, une indication sur le rendement, il faut à peu près 1 kg, 1000 kg de feuilles pour obtenir 1 kg d'essence par distillation. Donc, vous voyez, ce sont des quantités très, très faibles, des rendements très modestes, pour obtenir donc le meilleur de la qualité. Et alors, un intérêt particulier, c'est que bien souvent, sur ces eaux de distillation, on fait bien souvent donc une extraction pour obtenir donc un produit qui s'appelle l'absolu eau de bigaradier. Outre cet aspect-là, donc l'essence de petit grain bigaradier offre également beaucoup d'applications et d'intérêts, notamment donc, dans les soins cosmétiques. On verra également que c'est le cas de l'eau de distillation de la fleur d'oranger, qu'on appelle également eau de fleur d'oranger. Et donc on a commencé par le fruit avec la bigarade, on est maintenant sur les feuilles et sur les roux. Les morceaux, on appelle les roux, c'est des extrémités des jeunes rameaux. Et on obtient donc cette essence de petit grain donc, qui a ce caractère à la fois boisé, vert, feuillu et floral. Autre intérêt, je l'ai dit, donc l'intérêt de cette essence de petit grain de bigaradier, c'est qu'on l'utilise aussi en aromathérapie. En aromathérapie, donc, avec des vertus qu'on qualifie de relaxantes, antidépressives, anti-inflammatoires aussi. Beaucoup de ces matières ont des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Je n'insiste pas sur les principaux composants, ce sont des mots qui ne sont peut-être pas familiers. Et comme je le disais tout à l'heure, donc on va traiter l'eau de distillation pour faire un absolu eau de goût d'oranger qui, c'est vrai, a tout de même assez peu d'application en parfumerie, dans la mesure où c'est un produit donc extrêmement onéreux. Petit grain bigaradier sont des matières origine de Paraguay, sont des matières tout de même qui sont composées à un niveau de prix important. Alors, bien entendu, ces matières-là, qui sont des matières très belles, très originales, sont évidemment exploitées et mises en valeur par les très grandes maisons. Et on ne dira jamais assez que Chanel, effectivement, est une maison qui fait appel à de très beaux produits, avec toujours une écriture, un style, une cohérence
qui caractérise cette très belle maison. Donc pour monsieur, 1955, c'est la création d'Henri Robert, qui, je le rappelle, a pris la succession d'Ernest Sobot, le créateur du 5, Cure de Russie, Bois d'Asile et bien d'autres. Donc Henri Robert, c'est ce monsieur Chanel qui est dans la famille des Chypres, donc une note affirmée, une forte identité. Considère, c'est ce que j'ai précisé, donc c'était Chypre, noble, est à la fois au sommet de la séduction, du raffinement élégant, de l'élégance masculine. Et puis surtout, comme tous les parfums de Chanel, c'est une écriture qui est une signature. Donc Chanel, la maîtrise du mot, toujours dans un souci de parfumerie de tradition. Égoïste du platinum. Vous allez sans doute me reprocher de citer quelques marques de façon un peu arbitraire. C'est vrai qu'il y a un certain fait pour Chanel. En 1993, la création de Jacques Polge, donc qui a succédé à Henri Robert et qui a très longtemps collaboré pour cette maison. Vous savez que maintenant, donc, et c'est une très belle tradition familiale, c'est en fait le fils de Jacques Polge qui a pris la succession de son père dans cette prestigieuse maison Chanel et qui est maintenant donc aux commandes de la création depuis le 1er janvier 2015. Donc l'égoïste platinum, bon, une fragrance évidemment qui est dans la famille Fougère, qui est donc une fragrance beaucoup plus accessible, beaucoup plus séduisante pour les hommes, qui est aussi inspire et exprime une certaine attitude de bien-être, de confort, de propreté, dans la tradition de la famille Fougère. Et bien entendu, on retrouve là dans cette lignée de produits Paco Rabanne, Couronne, Balsamo Couronne, Racaraba, Jazz, Tsar, Tuscany, on peut en citer plus d'une quinzaine, avec toujours donc ce souci d'élégance et de style maîtrisé qui est vraiment la caractéristique des créations de Chanel, et notamment celle de Jacques Polge. Avant, monsieur. On poursuit sur les feuilles et sur le bout, donc par extraction de feuilles, on va obtenir l'absolu bigaradier feuille. Malheureusement, c'est une matière que je ne peux pas présenter parce qu'elle était assez rare, je n'ai pas pu l'obtenir. C'est un produit donc, qui est extrêmement original et qui donc complète les facettes de la fleur et du fruit, avec son caractère floral orangé vert, sa note boisée et ses sternotants. Mais là, vous voyez sur des rendements qui sont très bas, 2,3 kg de concrète pour 1000 kg de feuilles, c'est évidemment des quantités extrêmement faibles et des coûts qui, bien entendu, des coûts en production qui sont extrêmement élevés. Alors, une illustration de cette utilisation de l'absolue feuille, c'est l'eau d'orange verte d'Hermès, 1979, création de Françoise Camon, qui est aussi une grande dame de parfum, qui a pris une retraite heureuse et qui donc a fait un très grand nombre de très belles créations. C'est une Cologne extrêmement moderne, c'est une nouvelle expression de la fraîcheur Cologne, qui est liée à la fois tradition et modernité, parce qu'en fait il y a énormément d'éléments dans cette Cologne dans lesquels on retrouve un absolu bucu, par exemple une note verte, une cible très particulière, une essence de menthe, des notes qui sont très incisives et qui créent une note de tête très attrayante. Et on voit bien à quel point l'essence de Véronique, qui est aussi dans cette composition, et l'absolue feuille d'oranger, donc se complètent merveilleusement pour apporter donc à la fois une sensation de fraîcheur, une sensation de bien-être. L'eau de Cologne, c'est le plaisir de l'instant. C'était en fait le thème de communication d'Hermès pour cette eau d'orange verte, créée en 1979. C'est un parfum qui continue de rencontrer un très grand succès, parce qu'elle a aussi l'avantage, comme toutes les autres colonnes, c'est la tradition des autres colonnes, d'offrir donc une fragrance, une sorte de fragrance universelle, consensuelle, qui touche tous les publics et qui touche également toutes les tranches d'âge. C'est une eau de partage, comme devraient être d'ailleurs les créations de parfum. Alors, la fleur en bouton, évidemment, c'est la partie la plus attrayante, la plus immédiatement connue du bigaradier, puisqu'en fait, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, obtenir par distillation, par entraînement à la vapeur d'eau, donc l'essence de l'héroïne, cette fameuse Anne-Marie Catréval qui a donné son nom
à cette essence. L'origine, les plus belles qualités donc, sont tunisiennes et marocaines. C'est-à-dire donc une très grosse production en Tunisie, dans la région d'Amanette. Donc chaque année, au mois d'avril, une période pendant laquelle, pendant 15 jours environ, on cueille la fleur au bouton et on la traite ensuite le jour même, puisque en fait, c'est une matière, toutes les matières florales, vous le savez, sont des matières extrêmement fragiles. Il faut donc prendre le plus grand soin. Donc ce qui est cueilli le matin est traité l'après-midi, c'est-à-dire le jour même de la cueillette. Floraison en avril, donc un peu les bonnes cueilleuses, parce qu'en fait c'est une... Les cueillettes se passent de manière très, très traditionnelle et très familiale. Un bon cueilleur, une bonne cueilleuse, donc c'est à peu près, il faut monter dans l'arbre. C'est assez compliqué, c'est une technique, parce qu'il faut évidemment prélever la fleur sans la dégrader, sans la brûler. Une bonne cueilleuse, donc c'est à peu près 10 kg pour une tonne. Et 1 kg de fleurs, c'est environ 2000 fleurs. Et vous voyez donc les quantités pour obtenir un kilo d'essence, en 1 pour 1000, des quantités très très faibles, donc évidemment des coûts très élevés. Alors l'essence de l'Ironie, donc sa note est florale, et fraîche, côté zesté aussi, surtout pour la Tunisie. Et on verra tout à l'heure que la qualité marocaine était, par sa méthode de cueillette, est une cueillette gaulée, donc fait que la fleur et l'essence sont beaucoup plus vertes. Une tonalité plus verte, donc pour l'origine d'Égypte, qui est pour la fleur est gaulée et non cueillie. La gaulée, c'est-à-dire qu'on secoue l'arbre pour récupérer le bouton. Alors ici, il y a une petite illustration imaginée pour expliquer en fait comment on traite la fleur. Donc, la fleur est mise dans ce réacteur qui est sur la partie gauche, elle passe dans un serpentin imaginé et inventé par le grand médecin Avicenne au Xe siècle. Et donc les vapeurs sont ensuite, qui entraînent une matière odorante, sont ensuite condensées dans un serpentin et on récupère un mélange eau-huile, en fait le principe de la distillation. L'huile étant plus légère, donc et surnage dans cette partie-là, on récupère donc ce fameux sur la droite, ce qui est baptisé EO, qui désigne Essential Oil, qui est en fait la partie noble de la distillation. Alors donc j'insiste sur cet aspect-là, donc la cueillette matinale, mais le traitement de la fleur, soit la distillation, soit l'extraction, se fait le jour même. Alors le sous-produit de l'essence, c'est évidemment l'eau de fleur d'oranger. L'eau de fleur d'oranger que Sophie est en train de distribuer, qui est donc un sous-produit, mais un sous-produit très noble, très intéressant, qui est riche également encore en principes odorants, et qui a à la fois des applications en parfumerie, mais surtout des applications en soins cosmétiques. On va le retrouver aussi dans les arômes alimentaires. En pâtisserie, on utilise beaucoup l'eau de fleur d'oranger. En aromathérapie, on considère aussi que ces vertus sont à la fois apaisantes et adoucissantes. Alors on peut procéder aussi, et là aussi évidemment on obtient des rendements qui sont très très faibles. Vous voyez, les quantités sont de l'ordre de 0,6 par litre en matière de composants aromatiques. Donc on peut obtenir un absolu de fleur, c'est-à-dire qu'on fait une extraction de la sucre, et on obtient cet absolu de fleur d'oranger qui, c'est vrai, en raison de son prix et d'un usage très limité en parfumerie. Donc une petite illustration de la fleur d'oranger traitée à grasse de manière artisanale. Alors évidemment, on ne peut pas parler de l'eau de Cologne sans citer l'eau de Cologne de Jean-Marie Farina. Rappelez-vous de cette fameuse histoire de la commère Bliss, qui est subtilisée, semble-t-il, par Giovanni Paolo Feminis, qui migre donc à Cologne, qui s'installe à Cologne et qui développe le commerce de cette eau, qui va être ensuite racheté, enfin, qui va être développé par le neveu de Giovanni Paolo Feminis, Jean-Marie Farina, et qui ensuite va être reprise par deux industriels qui s'appellent Roger et Gallet. Ce qui veut dire donc que maintenant, l'eau de Cologne de Jean-Marie Farina, qui est encore distribuée de nos jours, donc, est sous la marque Roger et Gallet, qui est d'ailleurs maintenant donc, le fleuron du groupe industriel, enfin du groupe mondial L'Oréal. Alors c'est l'eau de Cologne originelle, je le répète, c'est vraiment une eau de tradition et d'origine spécifiquement italienne. C'est l'Italie qui est vraiment le créateur originel de cette eau de Cologne, reprise ensuite sous le nom de Roger et Gallet, qui sont les deux propriétaires de cette eau.
C'est évidemment une famille olfactive qui est à la fois de grande tradition, qui surtout, je le répète, parce que c'est le caractère et la vocation de Brunel, c'est d'offrir un plaisir de l'instant, sans ténacité, ni sans performance particulière. C'est surtout la fraîcheur, le plaisir de l'instant, le bien-être et le confort. Une autre également grande traditionnelle haute Cologne, c'est l'haute Cologne impériale, qui était donc réservée à l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, et qui est en fait la création du premier de la génération de Guerlain, c'est-à-dire Pierre-François Pascal Guerlain, dont l'enseigne était parfumeur vinaigrier. Il était à la fois parfumeur, il proposait également des vinaigres. Je rappelle que le vinaigre avait des propriétés nettoyantes, désinfectantes très intéressantes, était beaucoup utilisé, notamment sous les méthodes. On utilisait beaucoup donc le vinaigre pour se parfumer, surtout pour l'hygiène du corps. Alors bien entendu, dans cette Cologne impériale, on va retrouver donc tous les éléments complices de la Cologne, la bergamote bien sûr, mais surtout l'essence de Néroli, et probablement aussi un petit peu de l'essence de petits grains, pas le Paraguay, parce que je pense qu'il n'était pas encore disponible à ce moment-là. On a donc une eau également de grande tradition qu'on peut également retrouver dans la collection privée de Guerlain développée par cette maison. Il y a le souci également des grandes marques de pouvoir préserver un patrimoine olfactif et de le proposer donc à un public amateur de belles créations. Pierre-François Pascal Guerlain, donc le premier de la génération. Alors, bien entendu, l'eau de Cologne ne pouvait qu'évoluer. Elle a évolué sous la forme de l'eau d'orange verte, on en a tout à l'heure pour Hermès, et elle est allée beaucoup plus loin avec la Cologne de Mugler. On n'appelle pas le Cologne, on l'appelle Cologne Mugler. Elle est la création d'Alberto Morillas, qui est un grand monsieur de la parfumerie, qui travaille dans les Sophie de Niche, qui a fait un très grand nombre de très belles créations, notamment avec Paticcio, de citer celle-ci. Donc, bien entendu, la particularité de cette eau de Cologne, c'est d'offrir une très grande ténacité, une très grande constance et affinité pour la peau, notamment grâce à l'utilisation de muscles en quantité très importante. Alors, c'est une Cologne contemporaine, pour davantage de plaisir, pour un plaisir à la fois de l'instant, mais pour un plaisir également de longue durée, toute la journée. Et bien entendu, la tradition des eaux de Cologne est respectée avec l'utilisation de l'essence de Néroli, qui, bien entendu, apporte une signature très spécifique et qui maintient ce produit dans la tradition des Colognes avec une ouverture plus contemporaine et de meilleure affinité pour la peau, grâce à l'utilisation des muscles. 2001, c'est un produit qui a fait école et qui, d'ailleurs, par la suite, va servir de thème d'inspiration, notamment au fameux Cité-Run, qui était également donc une version androgyne, intéressante pour les teenagers, dont on parlera tout à l'heure. Alors, autre création, belle création, là j'ai un petit peu tendance à aller vers les parfums Guerlain qui sont de la période de Jacques Guerlain, qui a été vraiment un immense créateur, un créateur très inspiré, qui a fait vraiment de très belles choses, très belles réalisations, qui ont toutes une vraie signature. C'est un parfum très original, assez peu connu, mais qui est d'une élégance folle, qui doit sa particularité notamment donc, à l'utilisation des notes aldéhydées. On va retrouver dans le 5 de Chanel, bien sûr, également dans le Barthès de Lanvin. Donc c'est un magnifique bouquet floral, surtout un parfum intemporel. Je l'ai qualifié de racé, parce qu'il a vraiment une... Et puis on considère aussi, et ça j'ai mis un point d'interrogation volontairement, on considère probablement qu'Ernest Bond, le créateur du 5, a probablement aussi beaucoup influencé Jacques Guerlain dans cette tradition. Il faut savoir qu'il y avait des interconnexions assez intéressantes entre Jacques Guerlain, François Coty et Ernest Bond, qui étaient à peu près dans la même période créative et qui s'influençaient mutuellement, sans même pour autant qu'ils soient fréquentes. La particularité aussi de ces très belles créations, on est là sur des choses qui sont tout à fait dans l'esprit d'Art déco, et donc à nouveau comme les créations de François Coty, on assiste là donc à une collaboration artistique avec la maison Baccarat. Vous voyez donc sur la droite ce flacon qui est absolument magnifique, qui est en plus proposé avec un vaporisateur à poire,
pour, en quelque sorte, donc, contribuer à une véritable gestuelle. Christophe de Chanel aussi, donc Henri Robert et Jacques Paul. C'est une nouvelle génération de fraîches, ni aux toilettes, ni extrait, mais c'est une pétillance, d'une fraîcheur absolument fabuleuse. Je qualifie cette fragrance de pure, fluide, comme l'eau d'un torrent. Il y a une fluidité, une générosité, une beauté qui est absolument intemporelle, qui fait vraiment, là aussi, la marque de fabrique de cette très belle maison Chanel. Pureté, fluidité, générosité, fraîcheur intemporelle. Et une élégance, bien sûr, une identité liée aussi au caractère de la famille des Chypres. Le 19 de Chanel aussi, une grande création dans laquelle on va retrouver l'essence de Néroli. Je rappelle que le 19, c'est le jour anniversaire de Coco Chanel. Tout n'est que symbole chez Chanel. Tout fait appel au symbole. Le 5, c'est aussi des éléments symboliques. Il faut savoir que Coco Chanel était une femme extrêmement superstitieuse et attachait une grande importance donc, à cette notion de symbole. Alors c'est une écriture somptueuse, liée principalement à la présence de la rose de mer, de l'oranger, de l'iris, de Toscane, ce merveilleux iris qui est vraiment un marque de fabrique des très belles créations. Une facette verte aussi qui est Bio Galbanum, et puis bien sûr la présence funérole de l'oranger. Dans cette fragrance magistrale qui est vraiment donc un parfum d'émotion. On parlait tout à l'heure, Patricia Nicolas, la présidente de la Cosmothèque, parlait de conservatoire d'émotion. On est sur ces parfums, vraiment sur la notion d'émotion, de troubles sensuels et olfactifs. C'est un sillage sensuel. C'est un sillage d'une grande beauté. Et c'est un parfum qui n'est pas privé. L'eau sauvage de Dior, essence de Néroli là aussi, donc c'est une interprétation, ce pourrait être une autre langue, mais c'est une autologue de longue vie. C'est un parfum qui n'a pris aucune ride, il est toujours je le qualifierais à la fois figuratif et d'abstrait. C'est aussi quelque part un peu la signature des parfums d'Edmond Montmiscard. C'est une création majeure, c'est un parfum qui a encore une notoriété à travers le monde absolument considérable. Et puis c'était surtout la première fois qu'on proposait un parfum unisexe, androgyne, avec une forte identité, et des particularités notamment liées au fait que c'est un parfum à très faible concentration. Il a une performance olfactive qui est exactement inversement proportionnelle à sa concentration. Sillage élégant, on voit la maison de Christian Dior à Deauville, à Granville, pardon, sur la partie gauche du slide. Et une publicité pour un parfum qui au départ est un parfum androgyne et qui progressivement s'est orienté vers une clientèle plutôt masculine. On le voit à travers donc, le visuel, notamment dû au grand dessinateur Crueux. C'est un parfum qui aura bientôt 50 ans et qui, encore une fois, donc, reste d'une écriture parfaitement contemporaine. Habit rouge de Guerlain, 1965, également de duo à Jean-Paul Guerlain, le quatrième de la génération. Donc une fragrance raffinée, un esprit de Chalimard, clairement. C'est un homme, c'est un esthète, c'est un hédoniste, un très bel oriental. Et puis surtout un parfum de sillage et de sensualité troublante. Habit rouge. C'est le Chalimard masculin.
La colloque de Sologne de Patricia de Nicolas, qui est ici un stand sur le salon Essence, création dans laquelle donc Patricia a cherché doit être une sorte d'hymne à la Méditerranée, à sa lumière, et c'est évidemment à nouveau cet apport du néroli tunisien qui crée cette sensation de soleil bien foussante. C'est une autre colonne qui a du caractère, qui a de la tenue, qui a d'une écriture moderne, mais qui également fait appel vraiment à des matières de tradition. On est là sur une décréation d'une parfumerie de tradition et d'élégance. La fleur d'oranger, là, est vraiment une première ligne dans son expression la plus noble et la plus généreuse. Alors, la fleur en bouton, on n'a pas épuisé toutes les recettes et toute la palette olfactive de l'oranger picardier. Donc, on est là sur la version la plus noble, la plus sensuelle, la plus harmonieuse, la plus vigoureuse aussi, la plus sensuelle. Ce qu'est l'absolu d'oranger, qui est en fait une extraction au solvant de la fleur d'oranger en bouton. On a vu tout à l'heure l'extraction qui avait lieu notamment et les cultures qui se déroulent en Tunisie, du côté de la Nanette, au Maroc, dans le nord du Maroc, en Égypte également, dans la vallée du Nil. Donc c'est une production de fleurs avec des quantités, vous voyez, qui atteignent à peine les productions grassoises du début du XXe siècle. Le rendement donc, est de 2 kg de concrète pour 1000 kg de fleurs, avec donc environ 1,5 kg d'absolu. Ce sont des matières qui, évidemment, je peux par les chiffres, sont autour de 4 000 € le kilo. Des matières extrêmement chères, d'une très grande beauté. Et j'aime bien reprendre cette expression là où, effectivement, au mois d'avril, à Naples, donc début avril, l'atmosphère que l'on perçoit et qu'on sent dans cette partie, dans cette région de Naples, d'Anamède, donc parfum donc, se répand avec allégresse. C'est le parfum de cette fleur sereine qui est vraiment tout à fait émouvante et très enrichissante. Alors donc la fleur en bouton est l'absolu, surtout que nous vont être utilisés par François Coty, autre immense créateur avec Jacques Herlin, Ernest Legault, Ernest Lactroff, donc vraiment qui vont marquer la parfumerie du début du XXe siècle. Il faut savoir l'origan. Là, vous avez la chance de sentir l'origan, qui est vraiment un des parfums de la collection du Conservatoire de la Solettec. Vous pouvez sentir ce parfum qu'à la Solettec. Il n'est nulle part imaginable ailleurs. Et surtout, ce qui fait vraiment la différence dans cette présentation de l'origan, c'est que le produit que l'on vous montre là a été donc repesé d'après la formule d'origine, avec surtout les matières d'origine. Et là, donc, la grande difficulté, évidemment, c'est de pouvoir conserver ces matières et de pouvoir les utiliser dans la reconstitution de la composition. Alors, il faut savoir que cet origan, donc, est en fait vraiment le père de tous les crans orientaux, notamment ceux qui ont été créés par Jacques Herlin, à savoir l'or bleu, de nuit, et qui donc ont connu ensuite un très vif succès. L'homme, c'est un parfum de mémoire, c'est un parfum, un ambré oriental extrêmement troublant, avec également donc l'utilisation de matières animales pour contribuer donc à davantage de sensualité, j'allais dire d'animalité. Un grand monsieur, un grand créateur et surtout un autodidacte. Un personnage qui n'avait aucune connaissance en parfumerie parce qu'il a débuté son métier. Il a fait ensuite un séjour à Grasse pendant 1 an pour apprendre les matières, les apprivoiser. Ensuite, il a fait sa première présentation qui était en fait à Roche-Sac-Minot. L'or bleu donc très influencé par l'origan,
création de Jacques Guerlain, 1912, ce grand monsieur que vous voyez sur la photo à droite, en train d'administrer un certain nombre de leçons de parfumerie à son petit-fils, qui est donc Jean-Paul Guerlain, qui est sur la gauche de Jacques Guerlain, lequel tient d'ailleurs dans sa main un porte-mouillette. C'est un porte-mouillette très particulier qu'on ne retrouve plus d'ailleurs, et qui permet donc de faire pivoter, de sentir les touches à sentir dans une sorte de volet roulant. C'est une particularité. Donc, il est sûr que là, le travail dans les laboratoires de Guerlain à Courbevoie est également très émouvant, parce qu'on retrouve deux personnages qui ont marqué cette noble maison qui est Guerlain. Alors, dans leur bleu, c'est un accord d'oranger, de rose, de miel, de tuberose, un parfum de grande richesse. C'est une fraîcheur contrastée, anis, héliotrope, une fragrance sensuelle, charnette, à nouveau un odeur. Bon, leur bleu que vous sentez maintenant ne correspond pas tout à fait à celui que vous avez en main, puisqu'en fait on est ici sur le parfum originel. Je rappelle l'histoire de leur bleu. Leur bleu, c'est l'heure incertaine. L'heure incertaine, c'est-à-dire que, comme le disait très justement Jacques Guerlain, lorsqu'il a voulu créer ce parfum, il voulait donc essayer de transcrire cette atmosphère qui correspond donc au fait que le soleil vient de se coucher, mais la nuit n'est pas encore venue. Mais donc c'est l'heure incertaine. L'heure bleue, c'est l'heure incertaine. Retenez bien ça parce que l'histoire est jolie. Bon, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et puis surtout, c'est la marque de fabrique de toutes les créations de Guerlain. Cette guerlinade, et donc ce fond ambré, vanillé, avec des matières, des gommes, des résines, l'encens, la myrrhe, le benjoin, donc tout ce qui apporte ce fond vanillé, coumariné, qui est encore une fois donc une signature de Guerlain. C'est une guerlinade, pour reprendre l'expression la plus appropriée. Autre parfum donc détenu dans l'osmothèque que vous pouvez sentir qu'à l'osmothèque, les parfums de rosine et notamment l'arlequinade. On est en train actuellement de repeser le fruit défendu, qui est une autre création des parfums de rosine. Ce sont des parfums qui sont introuvables sous leur forme, en tout cas originelle. Arlequinade, donc une œuvre poétique, et là aussi une profusion de fleurs, dont l'oranger, création de Henri Almeras. Paul Poiret, je vous rappelle que c'est le premier designer, le premier créateur de mode qui va donner son nom à sa collection de parfums. Les parfums de rosine, donc, de Paul Poiret. En création, là, on retrouve aussi ce souci, comme chez François Gaultier, de proposer le parfum dans son plus bel écrin, dans un flacon majestueux qui reprend donc des formes très sculpturales, avec des emballages et des étuis extrêmement travaillés. Arlequinade. Donc, le deuxième parfum original que l'on vous présente là donc, est un parfum que l'on peut qualifier de disparu. Donc Coco de Chanel. Coco de Chanel, là aussi, création de Jacques Polch en 1984, que l'on ne doit pas confondre avec Coco Mademoiselle. Donc c'est un parfum, là aussi, un parfum oriental, baroque, somptueux, grande richesse, grande densité, un volet floral. C'est sur une invitation au voyage, on porte de l'Orient, c'est du très beau Chanel. Puis ce visuel de Coco Chanel aussi, qui fait de grande élégance, qui cherche vraiment toujours à créer des produits à la fois de qualité, singularité, une grande dame de la parfumerie. Coco, c'est vrai, un peu éclipsé par le succès planétaire de Coco Mademoiselle. Jardin de Bagatelle aussi, là aussi une création intéressante de Jean-Paul Guerlain, 1983.
Bon, le jardin de Bacatel, sans doute le connaissez-vous, c'est un jardin qui se trouve au Bois de Boulogne à Paris, et où en particulier donc, on cultive la roseraie, un entretien de roseraie de grande qualité. Donc c'est un bouquet floral, majestueux, avec la rose, la tubéreuse, l'oranger. Le parfum est épanoui, serein, élégant. Il y a une vraie signature Guerlain. Là aussi, une parfumerie de qualité, de tradition. Où l'on retrouve à nouveau donc l'oranger sous sa version absolue, c'est donc une version beaucoup plus opulente, plus charnelle et plus sensuelle. Alors, bien entendu, dans la tradition des grandes créations, qui ont fait d'ailleurs, qui ont connu en leur temps un grand retentissement, cette création d'Édouard Fléchier, Poison du Niort, dans lequel là aussi sont associées deux fleurs un peu vénéneuses, à la fois l'oranger et la tubéreuse. Des fleurs donc très charnelles, très sensuelles, pour une parfumerie donc, qui clairement donc, affiche son identité, sa volonté de conquête, sa volonté de séduction. On est bien sûr ici dans la grande tradition des orientaux, depuis l'Orient, en passant par Chalimard, en passant par l'Or-Bleu, en passant par Vol de Nuit, Oscar de la Menta. Un parfum qui a eu un très grand retentissement, vous le savez, et qui avait quasiment un pouvoir, je le précise, un pouvoir narcotique. C'est vrai que l'alliance de l'oranger et de la tubéreuse est une alliance vraiment redoutable. Aussi une création sur laquelle d'ailleurs j'ai collaboré avec Maurice Roussel, donc qui est un parfum solaire, aussi c'est un hymne à la Méditerranée, un bouquet d'oranger, de 100 bagues, de roses, pour une féminité sensuelle. Là aussi on est sur une fragrance très traditionnelle, sur une parfumerie de tradition, dans un flacon qui est extrêmement recherché, une sculpture qui évoque d'ailleurs un peu le mouvement d'un carré de soie, je pense que vous le savez. Donc là, le souci aussi d'être en cohérence, une volonté de cohérence avec la marque, la maison Hermès. Alors, bien entendu, dans cette création, outre la fleur d'oranger qui est présente avec le jasmin sans bac, on retrouve aussi une qualité d'iris pallida, l'iris de Florence, une qualité tout à fait exceptionnelle, qui crée ce lien précieux, élégant et sensuel entre les fleurs et les notes boisées. Autre création, et d'ailleurs je suis ravi d'avoir mis ce slide sur Narciso, parce que je me suis aperçu qu'à Milan, la plupart des panneaux publicitaires portaient sur la présentation de ce visuel qui n'a pas pris le ride depuis le lancement en 2003, c'est-à-dire depuis 12 ans. Ce parfum donc exploite toujours le même visuel publicitaire, c'est intéressant d'ailleurs de le noter, persévérance dans la communication. On est parti sur un parfum de conviction et on reste sur une publicité de conviction. Personnellement, c'est une démarche sur laquelle je suis très sensible. Création de Christine Nagel qui, vous le savez, donc, a rejoint la création chez Hermès, auprès de Jean-Claude Delémar. C'est un chypre délicat, un hymne à la féminité, une écriture moderne, c'est un parfum très intéressant sur le plan de la construction. Et puis, bien entendu, on retrouve à nouveau cette opulence, cette sérénité des fleurs blanches, et en particulier la fleur d'oranger, sous la version absolue. Donc le fond patiné, chypré, c'est un nouveau chypre, hein. C'est un chypre sans mousse. Vous savez que les mousses de chêne sont un peu actuellement sur la sellette, en raison de leur caractère sensibilisant, et donc
ce chypre est un chypre, mais un chypre de nouvelle génération, sans mousse de chèvre. C'est un parfum très sensuel et très tendre. Hein. Il a la tendresse de la jeune fille qui est dans le visuel. Pélissade aussi, donc, qui est une création de Francis Turgeon. J'en ai parlé tout à l'heure, lorsqu'il évoquait donc, le pouvoir magique des fleurs d'oranger. Donc c'est un ode à la lumière, c'est un parfum solaire. On retrouve là l'absolu orangé, donc Francis Turgeon est un amoureux incontestable. C'est un bouquet floral qui associe aussi le jasmin. Et surtout, c'est un parfum, donc une présence, un sillage qui sont soulignés par le sel de telle chose. Dans la famille des parfums dans le bouquet floraux, parfums très, très construits, mais également très, très généreux et très accessibles. Voilà donc pour la présentation sur le bigaradier. J'espère que vous avez pris de l'intérêt à cette publication. Si vous avez des questions donc, dans la salle, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci. Merci de votre attention. Les conditions étaient un peu difficiles. La salle à côté, mais j'ai essayé effectivement de pallier à ce petit inconvénient. Voilà, en tout cas, j'espère que vous y avez pris du plaisir, mais surtout pu vous enrichir effectivement d'un certain nombre de choses, à la fois grâce au pouvoir magique des matières, mais surtout grâce à cette merveilleuse émotion qui est restituée par les belles créations de parfum. Ce que je vous ai montré, évidemment, c'est l'expression de la tradition, de la parfumerie de tradition auquel je suis sensible. Et je pense que vous l'êtes également en tant que public cultivé. Merci encore de votre attention.